Bonjour les heureux, bonjour les heureuses. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce podcast dans lequel on va répondre à cette préoccupation, je dirais même cette sorte d'affirmation que j'entends régulièrement, c'est plus fort que moi. Alors on va voir ensemble, est-ce que ça a du sens, est-ce que c'est pertinent, qu'est-ce que ça peut vouloir dire, et peut-être, et je dirais même en mettant l'accent sur une prise de conscience de ce qui nous paraît être plus fort que nous et les raisons pour lesquelles ça nous paraît plus fort que nous, et puis mieux encore, comment sortir de cette impression d'être dans quelque chose de plus fort que soi. Parce que finalement, c'est en lien avec la dimension du pouvoir. Et quoi de plus désagréable ou désarmant que d'avoir ce sentiment de ne pas avoir de pouvoir? Je ne sais pas faire, je me sens écrasé, je me sens dépassé, je me sens limité, je me sens incapable, je me sens inapte, je me sens impuissant. Et ce sentiment d'impuissance a un impact évident sur l'estime de soi, parce qu'on est face à un collègue, à un enfant, à son partenaire, et on sent bien qu'on est sorti de ses gonds, ou bien on n'a pas réussi à lui dire les choses comme on aurait voulu le faire, parce qu'on a entendu la musique de la phrase qu'on a sortie, qui était en non-correspondance avec la musique de la phrase qu'on a pensée. Par exemple, quand on a voulu lui dire qu'on n'appréciait pas quelque chose, c'est sorti sur le ton de l'agacement, peut-être même de l'accusation, en essayant de le culpabiliser, alors qu'on aurait simplement voulu lui dire qu'on se sentait dépassé ou qu'on n'appréciait pas une chose, qu'il ou elle a faite. Et c'est une chose qui est assez difficile que de se sentir comme ça, dépossédé de son pouvoir. Peut-être la question déjà qu'on pourrait se poser, c'est est-ce qu'on est vraiment dépossédé de son pouvoir ou est-ce qu'on utilise mal son pouvoir? Qu'est-ce qui peut faire qu'on utilise mal son pouvoir? Est-ce que c'est parce qu'on n'a pas conscience de son pouvoir? Est-ce que c'est parce que par moment on est défait d'une partie de son pouvoir? Et je voudrais peut-être commencer par cet premier aspect, que vous soyez dans votre vie solo ou dans une vie conjugale, de prendre conscience que il y a des situations dans lesquelles, effectivement, vous êtes en partie défait de votre pouvoir. Alors la première que je voudrais mentionner, c'est la situation des addictions. Parce que l'addiction, c'est l'incapacité à avoir un usage modéré ou un usage correspondant à ce qui nous paraît juste et pertinent d'une activité, d'un produit, d'une relation, quelle qu'elle soit. Donc ça peut être évidemment tout les addictions à la drogue, au jeu, à certaines relations. Là, je pense à la pornographie, à l'alcool, qui fait partie des drogues, à certains comportements de violence, par exemple, de repli sur soi, qui sont presque du domaine pathologique, parce que quand on parle d'addiction, on est déjà en train de mettre le pas sur le territoire, soit psychiatrique, soit de troubles psychologiques, et que là, oui, on est dans une situation dans laquelle on a enclenché un processus qui valorisera la pertinence de dire « c'est plus fort que moi ». Ce n'est pas parce que je ne veux pas, c'est parce que c'est plus fort que moi. C'est une impression qui est très prégnante, très forte, et qui place la personne dans un sentiment de faiblesse, en fait, d'impuissance. Quand on est dans l'addiction, oui, c'est clair, j'entends, on peut dire, c'est plus fort que moi. La deuxième chose que je mentionne et qui va être bien en deçà de l'addiction, c'est le stress et l'anxiété, et puis ça va être d'ailleurs valable pour les autres points qui seront bien en deçà de l'addiction, parce que l'addiction, comme j'ai dit, c'est un domaine et psychiatrique et psychologique avancé. Le stress ou l'anxiété, c'est plutôt dans un fonctionnement qui commence à être de comportement, et les éléments que je vais vous donner ensuite, de style de vie, une habitude, même si elle est ancrée depuis longtemps, qui fait qu'on crée cela, on crée le stress, on crée l'anxiété, on a des niveaux élevés de tension qui font que, parce que c'est élevé, ça va être difficile d'être en maîtrise, d'exercer son pouvoir, parce que la pression est très, très, très forte. On peut aussi mentionner les traumatismes passés. Ça veut dire qu'on a enregistré dans notre cheminement personnel des difficultés, des blessures qui vont faire que, face à certaines situations, au lieu d'agir avec la clairvoyance du moment où la situation se produit, on va agir avec la charge de l'histoire relative
à la blessure qu'on a vécue. Si vous vous retrouvez dans cette catégorie-là, je vous encourage à aller lire le livre de Lise Bourbeau, Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même. Le lire, c'est déjà une bonne chose, que j'encourage vivement. Et puis ensuite, de passer à une autre étape qui consiste à travailler sur la guérison des blessures. Comment faire pour sortir de ces blessures de manière à ce que la décision au moment présent ne soit plus chargée du poids de ce qu'on a vécu dans le passé et qui fait que on se retrouve écrasé, voilà, c'était plus fort que moi, j'ai réagi, je lui ai crié dessus, je lui ai mis une gifle, je suis parti en courant, ou j'ai éclaté en sanglots, tout ça parce qu'on est dans le poids du bagage du passé relatif à une blessure qu'on a activée, pour reprendre un des termes qu'emploie Lise Bourbeau. Un autre point qui peut faire qu'on a le sentiment que ce que l'on vit est plus fort que nous, en fait, que notre réaction est plus forte que nous, c'est l'influence sociale. C'est un peu lié au point précédent sur les blessures, c'est que quand on est en situation avec certaines personnes, on est parfois en remémoration de situations ayant ressemblé à ce que l'on vit avec ces personnes. Et je me souviens que mon ex-femme, quand elle arrivait chez ses parents, repassait dans un mode enfant qui correspondait à ce qu'elle avait appris à être quand elle était chez ses parents. J'avais l'impression de perdre ma femme. Je retrouvais quelqu'un d'autre. Je ne la reconnaissais pas quand on était avec ses parents, parce qu'elle repassait dans ce mode, un mode enfant, avec un mode de soumission et d'autres paramètres. On peut se retrouver dans ce même rappel d'influence sociale quand on a des figures autour de soi qui nous renvoient à notre père, notre mère, notre grand-mère, ou à des éléments émotionnels pour lesquels on n'arrive pas à rattacher à des événements avec des figures correspondant à ce qu'on revit, mais qui ramènent à des ressentis émotionnels qui correspondent à des situations passées et qui font qu'on va redéclencher certaines choses. Et là, on perd le pouvoir parce qu'il y a un poids du passé qui est considérable. Je trouve que c'est déjà important de prendre conscience du fait que quand il y a un poids du passé qui vient dans le présent, ça nourrit l'idée que le sentiment de c'est plus fort que moi, j'ai perdu le contrôle, j'ai perdu mon pouvoir. Et quand j'interroge certaines personnes, elles me disent effectivement, ça me rappelle l'attitude de ma mère, ou bien ça me rappelle le moment où le prof avait dit ceci en classe et que je m'étais senti humilié. Ça me rappelle le rejet que j'ai vécu avec telle ou telle personne dans telle ou telle circonstance. Mon père, ma mère, mon oncle, que sais-je, ma grand-mère. Quand le poids du passé vient, vous savez que si vous n'avez pas travaillé sur votre passé, en termes de guérison, je ne suis pas en train de dire de revisiter le passé, mais de travailler avec des méthodes, notamment en thérapie cognitive et comportementale, pour accepter que le passé ait existé et qu'il est le passé et qu'on n'est pas obligé de le convoquer au présent, vous risquez de vous retrouver dans des situations dans lesquelles vous vous direz « c'est plus fort que moi ». J'ai pas pu faire autrement, c'était plus fort que moi. Alors que vous pouviez faire autrement. Seulement, comme le passé est trop connecté au présent, comme s'il était encore là, vous avez ce sentiment que c'est plus fort que vous n'avez pas réussi, que vous n'y arriverez pas. Et le dernier élément que je voudrais mentionner dans ces situations qui favorisent l'impression que c'est plus fort que nous, ce sont les situations de croyances limitantes. Et vous entendez que alors que j'évoque les croyances limitantes, je suis encore en train d'évoquer le passé, parce que si j'ai une croyance limitante au présent, c'est en lien avec une blessure historique, quelque chose que j'ai vécu dans le passé et qui fait que j'ai déclenché la croyance que je n'étais pas capable, ou que c'est pas fait pour les gens comme moi, ou qu'il faut être plus grand pour faire ça, ou qu'il faut avoir plus d'expérience pour faire ça, ou peut-être plus de compétences, ou peut-être plus de connaissances, ou peut-être avoir fait tel et tel cursus, que peut-être que compte tenu du fait que je suis né dans un foyer dans lequel les parents étaient dysfonctionnels et recouraient à la violence verbale pour résoudre les problèmes, je n'arrive pas à faire autrement, je ne sais pas faire autrement. Je me sens donc contraint de reproduire cela. Pour mes parents, avoir des rapports sexuels, c'était mal, c'était sale. Je n'ai pas travaillé sur un changement de paradigme pour considérer autrement les rapports sexuels. Par conséquent, je suis dans la continuité de mon histoire avec des croyances limitantes disant que je ne peux pas avoir de rapports sains, je ne peux pas avoir de rapports dans lesquels
je peux focaliser mon attention sur la jouissance parce que, avec cette croyance limitante, je me dirais c'est plus fort que moi. Je ne peux pas jouir de rapports sexuels, par exemple. Ou quand mon fils ou ma fille a tel comportement, je ne peux pas m'empêcher de lui gueuler dessus. Parce que c'est comme ça que fonctionnaient mes parents. Et puis j'ai vu ma grand-mère fonctionner comme ça. Donc, je gueule, c'est plus fort que moi. Je voudrais bien, mais je peux point. Et cette dernière section, on va dire, que je suis en train d'évoquer sur les croyances limitantes, est un des plus gros mensonges que je connaisse. Parce qu'en réalité, on a tendance à utiliser ce « je voudrais bien, mais je peux pas » comme une excuse, une échappatoire. Et puis c'est plus fort que moi. C'est une excuse, une échappatoire, parce qu'en fait, je ne peux pas. Je n'ai pas appris. Je ne sais pas faire autrement. Je n'ai jamais fait autrement. Par conséquent, ce n'est pas possible. Et c'est faux. Ce n'est pas parce que vous n'avez jamais fait ça que vous ne pouvez pas le faire. Ce n'est pas parce que vous n'avez jamais senti la capacité à faire une chose que vous ne pouvez pas la faire. C'est faux. Vous vous racontez des salades. Vous êtes dans la fabrication d'un fantasme dans lequel vous écrivez un scénario, dans lequel vous vous disqualifiez. Vous avez trouvé un moyen de vous exempter de produire un effort parce que vous êtes convaincu, à cause du poids de l'histoire, que vous ne pouvez pas le faire. Je vous le redis, c'est faux. Et je voudrais que, avant de poursuivre, vous puissiez imprimer dans votre mental cette prise de conscience. Oui, Pascal, je reconnais que c'est faux. Je ne l'ai jamais fait, je sais. Et je sais que ce n'est pas parce que je ne l'ai jamais fait que je ne peux pas le faire. Si demain vous décidez d'aller vous inscrire dans un cours de peinture, de dessin, de danse, d'aérobic, vous pourriez commencer à le faire. Comme de nombreux clients que j'ai renvoyés vers des cours de Krav Maga, ils n'avaient jamais pratiqué de Krav Maga avant. Ils n'avaient jamais frappé intentionnellement quelqu'un. Ils n'avaient jamais paré à un coup que quelqu'un leur avait donné ou voulait leur donner. Et pour autant, alors qu'ils ne l'avaient jamais fait, ils l'ont fait. Ils ont commencé à faire leur premier croquis. Ils ont commencé à parer à des coups qu'on leur avait donnés, à découvrir comment on faisait pour parer, pour commencer à penser, à découvrir la manière de penser de l'assaillant, par exemple. Dans un cours de danse, ils ont commencé à déplacer leur corps comme ils ne l'avaient jamais fait. Vous pouvez vous inscrire dans une dynamique de choses que vous n'avez jamais faites et découvrir que vous avez les capacités d'acquisition nouvelles alors que vous ne les avez jamais faites. Je ne suis pas en train de vous dire qu'au premier cours, deuxième ou à la première semaine, même premier mois d'entraînement, vous maîtriserez et vous pourrez vous bluffer, vous impressionner parce que vous aurez acquis des compétences, des savoir-faire qui vous dépassent. Non! Seulement, vous vous êtes inscrit dans un processus dans lequel vous avez choisi de ne plus croire à l'idée que c'est plus fort que vous. De ne pas nourrir la croyance que comme vous ne l'avez jamais fait, vous ne pouvez pas le faire. Parce qu'au fond de vous, quel que soit le domaine, je mets de côté les addictions, dans la mesure où vous avez besoin de ressources extérieures pour sortir des addictions. À part cela, quel que soit le domaine, ce n'est pas parce que vous ne l'avez jamais fait que vous ne pouvez pas le faire. Ce n'est pas parce que vous ne l'avez jamais fait que vous ne pouvez pas le faire. Vous pouvez d'ores et déjà vous dire, je ne l'ai jamais fait, je peux apprendre à le faire, je peux le faire, je le ferai. Oui. Vous quittez le terrain de l'idée que c'est plus fort que vous. Et que quand vous vous entendez penser c'est plus fort que moi, vous puissiez vous montrer du doigt en disant ça c'est Pascal, t'es en train de te raconter des salades, c'est pas vrai, c'est faux, c'est un mensonge. Mais si, là, c'est plus fort que moi. Non, c'est pas vrai. Tu ne l'as jamais fait. Et ne l'ayant jamais fait, tu peux apprendre à le faire. Mais ça ne veut pas dire que c'est plus fort que toi. Vous n'avez jamais cuisiné un canard à l'orange. Vous n'avez jamais fabriqué un pain sans gluten. Vous n'avez jamais patiné. Vous n'avez jamais fait d'escalade ou je sais pas moi, la via ferrata. Vous n'avez jamais sauté en parachute, en parapente. Vous n'avez jamais fait de marathon. Vous n'avez jamais... Je pourrais continuer la liste longtemps.
et à la fin de chaque chose à laquelle vous avez répondu par l'affirmative, vous dire, si vous voulez le faire, vous pouvez le faire. Je ne suis pas un défenseur de l'idée que quand on veut, on peut. C'est pas vrai. C'est beau à entendre, mais c'est pas tout le temps vrai. Par contre, on ne peut jamais si on n'a pas voulu à un moment. Ça tient toujours la route. Donc, je pourrais vous dire, c'est pas parce que je veux que je peux, mais je ne peux pas si je ne veux pas. Donc d'abord, j'ai besoin de me dire, Pascal, je veux. Est-ce que vous voulez? Est-ce que vous voulez? Ou est-ce que vous préférez continuer à vous dire, c'est plus fort que moi? Alors, vous avez gueulé sur votre partenaire, et puis à la fin, vous vous dites, c'est plus fort que moi. Et comme c'est plus fort que vous, il n'est pas nécessaire de présenter vos excuses, de demander pardon, parce que c'est plus fort que vous. Ou bien vous avez une fois encore embrassé quelqu'un d'autre ou avez un rapport extra-conjugal alors que vous étiez engagé à ne plus le faire, mais c'est plus fort que vous. C'est pas vrai. Vous vous racontez des salades. Ce n'est pas vrai. Vous avez besoin de savoir que vous séduisez, alors vous avez des manières de manipuler, de chercher à minauder pour faire en sorte que... Non, c'est pas vrai. Savoir que vous plaisez, vous pouvez le faire sans chercher à manipuler, sans chercher à manœuvrer et à minauder, à faire en sorte que l'autre corresponde à ce que vous voulez, comme si vous aviez des ficelles, comme on fait pour le guignol. Ce n'est pas vrai. Peut-être qu'à ce stade de ce podcast, vous pouvez prendre le temps de l'écrire, peut-être mettre cette vidéo, ce podcast si vous l'écoutez en audio en pause, ou arrêter votre lecture si vous lisez l'article sur le blog couple-heureux.com et écrire. Vous pouvez commencer à écrire peut-être toutes les salades. J'ai pensé que là, je ne pouvais pas. J'ai pensé que ça, c'était plus fort que moi. J'ai pensé que j'étais incapable de cela. J'ai pensé que... Et je réalise que tout ça, ce sont des croyances limitantes. Ce n'est pas vrai. Je choisis désormais, dès que je perçois une croyance limitante, de dire « c'est pas vrai ». C'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Je me raconte des salades. Et ce n'est pas pour rien que vous vous racontez des salades. Je ne m'arrêterai pas aujourd'hui sur ce sujet. Mais pourquoi vous vous mentez à vous-même? Peut-être un sujet à part entière. Parce qu'il y a véritablement un intérêt de protection, de sécurité et d'autres intérêts. Prenez d'abord conscience que ce n'est pas vrai. Écrivez que ce n'est pas vrai. Avant que j'aborde les signes qui montrent que vous pouvez sortir de « c'est plus fort que moi ». Écrivez. Prenez conscience de ça. Et je l'ai dit, mettez cette écoute, cette lecture en pause pour faire cet exercice et puis on se retrouve juste après. On se retrouve et on continue après que vous ayez pris conscience du fait que vous vous êtes raconté des salades. Je vous ai parlé de signes qui montrent que vous pouvez exercer votre pouvoir. Penser « c'est plus fort que moi » est un aveu de manque de pouvoir. Je vous demande donc de prendre conscience du fait que vous pouvez exercer votre pouvoir, et mieux encore, que vous exercez déjà votre pouvoir. Vous exercez votre pouvoir quand vous êtes avec quelqu'un, que vous partagez avec lui quelque chose de très fort, quelque chose qui est l'objet d'une passion, et que vous vous rendez compte que, même si ce n'est pas votre intention consciente, vous avez eu une influence sur cette personne-là. Si c'est une intention consciente, on appelle ça de la manipulation. On peut parler d'évangélisation en termes commerciaux. C'est exactement un vocable attaché au business. C'est quand un vendeur vient chez vous, vous présente un produit, il fait de l'évangélisation qui vient de la racine grecque euangelion, angelion qui vient de angelos, qui veut dire messager ou ange, et eu qui veut dire bon. Il devient donc un bon messager, celui qui apporte la bonne parole avec une intention forte, qui est que vous adhériez à sa bonne parole. Là, je suis en train de vous parler d'une approche inconsciente dans laquelle vous n'avez pas la volonté d'influencer la personne, mais en partageant ce que vous vivez, vous vous rendez compte que ce faisant,
Une personne a acheté la paire de baskets dont vous avez parlé. Une personne est allée voir le film dont vous avez parlé avec vraiment passion et véhémence. Une personne a choisi de changer quelque chose dans sa vie parce que, en vous entendant ou en vous voyant vivre, il s'est dit « Waouh, ça, c'est un truc qui m'intéresse ». Vous avez peut-être dans votre entourage des personnes qui ont acheté quelque chose que vous avez découvert qu'ils ont acheté quand vous êtes arrivé chez eux. « Ah, je vois que tu as acheté ça, toi aussi. »« Oui, tu sais, je l'ai acheté parce que tu m'en as parlé et j'ai pensé que... » Il n'est pas possible que vous ne puissiez visiter votre histoire et que vous me disiez, Pascal, non, je t'assure que je n'ai aucunement eu d'influence sur quelqu'un. Personne n'a suivi un de mes conseils, personne n'a été enrôlé suite à une chose que j'ai partagée, de génial, de superbe, suite à un achat que j'ai fait pour lequel j'ai manifesté une vraie satisfaction. Personne. Si vous pouvez me dire là, dans les yeux, que personne n'a suivi un des choix que vous avez fait et pour lequel vous l'avez encouragé, ou même un des choix que vous avez fait pour lequel vous n'avez nullement voulu encourager, vous avez simplement partagé votre joie, alors je serai quand même impressionné. Mais vous savez que je peux me préparer à ne pas l'être parce que je suis convaincu que ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Pensez à une fois que vous étiez au restaurant, vous avez mangé. J'aime beaucoup ce plat. Et l'autre vous a dit, je peux goûter? Vous avez participé à influencer. Je ne dis pas que vous avez influencé la personne, mais votre attitude a fait que la personne a utilisé votre comportement pour créer une influence, une auto-influence. Vous avez donc exercé votre pouvoir, même si vous n'aviez pas l'intention de le faire, parce qu'on n'exerce pas forcément son pouvoir en pleine conscience. Parfois, on l'exerce parce que voilà, c'est comme ça. C'est comme ça. Autre signe qui montre que vous exercez votre pouvoir, c'est que si je vous demande d'ouvrir votre smartphone et de me montrer le nombre de contacts que vous avez, me montrer sur les réseaux sociaux peut-être le nombre de personnes avec lesquelles vous avez échangé, les personnes avec lesquelles vous avez eu des échanges de SMS, là proprement sur votre téléphone et non plus dans les réseaux sociaux, vous vous rendez compte que vous avez des relations. Et il est très peu probable que parmi ces relations, des personnes se sentent obligées d'être en relation avec vous. Parce que si elles ne l'étaient pas, elles se sentiraient en faute et mal à l'aise. C'est bon, oui, non, j'échange avec lui ou avec elle, parce que voilà, c'est quand même une obligation. Parce qu'autrement, puis je vais boire un verre avec lui, ou au resto, ou faire une balade, ou aller au cinoche, parce qu'autrement, c'est pénible, quoi. Je me dois de le faire. Est-ce que vous avez en mémoire quelqu'un qui, sur votre liste, pourrait remplir les conditions du profil que je viens de mentionner? Il est obligé, ou elle est obligée d'être en relation avec vous. Elle est même peut-être payée pour être en relation avec vous. Et donc, elle le fait. Comme pour la première catégorie, vous avez de la peine, vous vous grattez la tête à vous dire, mais effectivement, je ne connais pas grand monde qui soit en relation avec moi parce qu'il est obligé. Vous êtes en couple? Peut-être. Est-ce que votre partenaire est obligé d'être avec vous? Quand vos enfants rentrent de l'école, ils rentrent à la maison parce qu'ils sont obligés de rentrer à la maison ou parce qu'ils ont choisi de rentrer à la maison? Ils vous appellent papa ou maman parce qu'ils sont obligés de vous appeler papa et maman? D'être en relation avec vous? Ah, vous allez me dire, oui, mais quand même, ils ont des besoins fondamentaux qui font qu'ils savent que je peux, en tant que parent, y répondre. Oui, c'est vrai, je sais. Est-ce que vous ignorez que des enfants ont quitté le foyer parental pour se réfugier ailleurs, parce que même si les parents répondaient à certains besoins fondamentaux, ils avaient besoin de plus et qu'ils sont allés le chercher ailleurs? Je ne vous parlerai pas de mon histoire personnelle, mais si vous avez déjà eu vent de certains passages de mon histoire, il vous vient à l'esprit le prénom de Josette. Vous ne contraignez personne à être en relation avec vous. Et s'il arrivait que ce soit le cas, je vous demande de couper la relation. De dire à la personne, je t'encourage, je t'invite à choisir d'être en relation avec moi. Vous ne contraignez personne. Et s'il vous plaît, ne contraignez jamais quelqu'un à faire ça. Prenez juste conscience que c'est un des exercices de votre pouvoir non intentionnel qui se manifeste dans le fait que les personnes
sont en relation avec vous parce qu'elles ont choisi de l'être. Salut, ça va? Ouais, ça va. Vous demandez à quelqu'un, oui. Alors, certains me disent, oui, mais c'est tout le temps moi qui prends l'initiative de demander à mes amis comment ils vont. Ok? Et vous avez remarqué que vous ne pouvez pas prendre l'initiative qu'ils vous répondent. Ils vous répondent spontanément parce qu'ils veulent répondre. Alors vous pourriez arguer, oui, mais ils veulent répondre parce que c'est la moindre des choses, c'est de la politesse. Non. Bien des personnes ne répondent pas parce qu'elles ne veulent pas répondre. Et elles n'en ont rien à faire de la politesse. Si un de vos amis, un de vos contacts ne veut pas vous répondre, sachez qu'il ou elle peut exercer son pouvoir pour ne pas vous répondre. Le fait de vous répondre est un exercice de son pouvoir. Peut-être que ça revient au premier point, un exercice de son pouvoir sous influence de votre message, de votre initiative. Les gens ne sont pas obligés. Ils exercent leur pouvoir comme vous exercez le vôtre, sous influence ou pas, comme ça arrive que vous influencez les personnes et que, par voie de conséquence, vous laissiez aussi influencer par d'autres. Et puis dans les relations dont je vous ai parlé, les contacts que vous avez dans votre téléphone, est-ce qu'il y a des personnes qui ont confiance en vous, qui vous confient leurs enfants, qui vous confient des choses qu'ils ont à partager avec eux, avec vous, des choses qui sont des problèmes qu'ils rencontrent, pour lesquels ils ont simplement envie de partager, de parler, peut-être des sujets pour lesquels ils ont envie d'avoir un avis, un regard, un conseil. Personne. On ne vous demande jamais votre avis. On ne se confie jamais en vous. On ne vous offre jamais rien. Du temps. Bien sûr que si. Vous avez là des signes qui montrent que vous avez du pouvoir. Parce que des personnes se confient en vous, parce qu'elles estiment qu'elles peuvent faire confiance à votre pouvoir de discrétion, pouvoir d'écoute, pouvoir d'attention, pouvoir de conseil peut-être. Ce signe-là montre que vous avez confiance en vous. Autrement, vous diriez à votre ami, non, ne me confie pas, parce que tu m'as dit de ne le dire à personne, ne me le dire surtout pas, parce que je n'arriverai pas à le garder pour moi. Ça peut arriver avec certaines personnes, mais vous ne le faites pas à 100%, parce que vous avez confiance que vous pouvez garder quelque chose. Ou bien vous avez confiance que quand vous dites à quelqu'un, écoute, tu me demandes mon avis, très franchement, je pense que peut-être tu pourrais plutôt aller dans telle ou telle direction, je ne suis pas sûr de moi, mais peut-être. Vous manifestez de la confiance en vous. Vous manifestez votre pouvoir. Vous avez confiance en vous et à chaque fois que vous le faites, vous manifestez votre pouvoir. Et vous le faites encore dans votre capacité à vous adapter. Vous avez conscience de votre capacité à vous adapter. Alors, il y a des domaines dans lesquels vous ne voulez pas vous adapter parce que vous vous dites « c'est plus fort que moi ». Mais c'est faux. Et je le dis, je le répète, je le redis maintes fois sur ces podcasts. L'espèce humaine est l'espèce qui a fait la plus grande preuve de sa capacité d'adaptation parmi les êtres vivants mammifères. Elle est présente sur toute la planète, quelles que soient les conditions météorologiques, au milieu de l'océan, là où les froids sont extrêmes, là où les chaleurs sont hyper importantes, dans les déserts, la végétation a abandonné le terrain, l'humain est là, présent. Notre capacité à nous adapter est énorme. Ma femme a reçu au cabinet la semaine dernière quelqu'un qui vient des États-Unis et qui s'est installé à Marseille et qui a choisi d'apprendre le français après être arrivé à Marseille. Elle manifeste une capacité d'adaptation avec une prise de conscience de son pouvoir, de comprendre, d'acquérir des outils pour se fondre et s'adapter dans le milieu social marseillais. Elle veut travailler ici. Vous avez cette capacité d'adaptation, vous avez donc conscience d'être en mesure d'exercer votre pouvoir. Et oui, vous savez déjà que vous dire c'est plus fort que moi est un mensonge. C'est faux. Prenez conscience de ça quand vous vous adaptez. Vous rentrez le soir à la maison, le repas n'est pas prêt, ou bien la maison n'est pas rangée, ou bien il y a quelque chose qui ne va pas, vous vous adaptez. Vous vous adaptez en participant, en donnant un coup de main, vous vous adaptez en cherchant à ranger, vous vous adaptez en faisant autre chose, en attendant que ce que vous attendez soit prêt ou soit fait, vous vous adaptez. Prenez conscience que vous vous adaptez. Bravo, vous vous adaptez. Bravo, parce que ça veut dire que vous incarnez une réalité humaine, votre
réalité. Et puis, vous avez une capacité à inspirer des personnes, à vous auto-inspirer, à avoir des idées. Oh, ça, c'est pas mal, je vais le faire. C'est une manière aussi de montrer que vous n'êtes pas limité à ce que vous avez acquis jusqu'à maintenant, parce que vous pouvez apprendre. Là, je dépasse la capacité d'adaptation, mais la capacité d'acquisition. Je ne savais pas faire, je peux apprendre. Et je ressouligne un des premiers éléments que j'ai mentionné dans ce podcast. Vous avez, là jusqu'à maintenant, bien des éléments pour vous dire, effectivement, Pascal, tu as raison. Je peux bosser, je peux apprendre, je peux adapter, j'influence, je peux donner des conseils, je peux écouter, je suis digne de confiance. J'ai donc une capacité d'exercice de mon pouvoir dont je prends conscience. Je prends conscience de ça. Et là, en fait, je suis en train de parler de mon pouvoir sur moi, mais aussi sur les autres. Et je voudrais centrer votre attention davantage sur le pouvoir que vous avez à exercer sur vous-même. Parce que quand je dis c'est plus fort que moi, je suis en train d'évoquer un pouvoir sur moi qui me semble être limité. Et qui me semble être limité à cause de cette autocensure, de plein d'éléments que j'ai mentionnés jusqu'à maintenant. Or, vous avez la capacité d'exercer un pouvoir sur vous. Et je voudrais que, alors que vous avez pris conscience de cette capacité d'exercer un pouvoir sur vous, que vous avez pris le temps de l'écrire sur votre cahier de vie, en mettant de côté, ou plutôt en mettant en évidence les croyances limitantes, que vous puissiez mettre le pied à l'étrier de ce que nous allons travailler maintenant, en réalisant que oui, vous avez cette capacité de sortir de cette impression que c'est plus fort que vous pour travailler à quelque chose. Et j'ai pensé à 3 points que j'estime marquants en matière de prise de conscience de son propre pouvoir. Je vous les confie. Le premier point, c'est la reconnaissance de vos compétences et de vos talents. Oui, certaines personnes parmi vous se disent « Oui, non, mais j'ai pas de compétences, j'ai pas de talent, j'ai pas de savoir-faire. » Pareil, c'est du mensonge. C'est une croyance limitante. Ça n'est pas vrai. Vous voulez savoir si vous avez la compétence et des talents, où sont vos compétences, où sont vos talents. Vous prenez un stylo, un papier ou une boîte mail. Vous écrivez, s'il vous plaît, à 15 personnes, pour 15 à 20 personnes, pour vous assurer d'avoir au moins une dizaine de réponses. Et vous leur demandez, s'il vous plaît, je suis en train de faire un exercice particulier pour apprendre à me développer et à être plus heureux moi-même et par voie de conséquence peut-être dans mon couple, si vous êtes en couple. Et donc, j'ai besoin de prendre conscience de mes compétences. Est-ce que tu veux bien me répondre par email en me disant quelles sont mes compétences et mes talents? Si vous êtes en couple, vous pouvez poser la question à votre partenaire. Si vous avez des enfants, vous pouvez poser la question à vos enfants. Quels sont les talents que tu vois chez papa? Quelles sont les compétences que tu vois chez maman? Vous avez des neveux et des nièces? Posez-leur la question. Vous avez des parents, des oncles, des tantes, des frères et des sœurs? Posez-leur la question. Vous avez noté que j'ai dit entre 10 et 15 personnes, mais raisonnablement, vous pouvez facilement arriver à une trentaine de personnes qui vont prendre le temps de vous répondre. Je vois que tu as telle compétence et tel talent. Et je voudrais que, alors que ces personnes vont vous répondre, vous puissiez noter ces compétences et ces talents sur votre cahier de vie de manière à les connaître presque sur le bout des doigts. Et deuxièmement, vous allez recouper les répétitions. Ben oui, parce qu'il y aura forcément des répétitions. Certaines personnes vont vous dire, mais j'apprécie que tu m'écoutes et que tu m'écoutes sans jugement. Combien de personnes ont dit ça? 3, 4, 5. Attention, ne tombons pas dans le piège que la fréquence, donc, ou la récurrence, vaut pour l'importance. Mais je voudrais quand même que vous notiez la récurrence. Il est possible qu'une seule personne dise que vous avez des compétences magnifiques de cuisine ou de décoration et que ça soit énorme, d'accord, dans le panier. Donc je voudrais que vous ne mélangez pas tout, mais en même temps, prenez au moins la récurrence et notez tout ce qui est considéré comme une compétence, un savoir-faire, une aptitude que vous avez, tout ce qui relève des talents que vous avez également. Vous notez tout, on est bien clair? Et vous les relisez. Peut-être avez-vous besoin de les lire une fois par jour. Je vous encourage à le faire le matin, pour rentrer dans votre journée en prenant conscience que vous pouvez exercer votre pouvoir dans ces domaines de compétences.
là où vous avez vos talents. Et mieux encore que vous le faites déjà, même si vous le faites en inconscience. Mais que cette fois-ci, vous puissiez prendre conscience de vous dire, ah oui tiens, quand je fais ça, c'est une des compétences qui a été mentionnée par Sophie, Paul, Brigitte et Jim. Et puis quand je fais ça, c'est une des compétences qui a été mentionnée par Brahim, Bob, Bernadette et Jean-Jacques. Que vous puissiez monter à la conscience l'exercice de vos compétences et de vos talents, qui pour vous jusqu'à présent, oui c'était banal, tout le monde sait faire ça. Mais dites-moi, si tout le monde sait faire ça, pourquoi les aurait-ils écrits comme étant des compétences et des aptitudes, des talents? Ils auraient dit, mais ça, je ne le mets pas parce que tout le monde sait le faire. Vous avez marqué que sur votre liste, personne n'a mis dans les compétences et les talents la capacité à aller aux toilettes et à vous essuyer seul. Personne n'a mis la capacité à faire vos courses, à faire la lessive, à laver la vaisselle et à manger. Personne n'a écrit dans vos talents et vos compétences l'aptitude à passer l'aspirateur, la serpillière ou à conduire votre voiture. Ce qui a été mentionné dans votre liste de compétences et de talents sont des choses qui ne sont pas, selon les personnes qui l'ont écrite, des choses qui se retrouvent chez tout le monde. Je ne suis pas en train de vous dire que ça ne se retrouve que chez vous. Mais s'ils l'ont mentionné, c'est parce que ça se retrouve chez vous et qu'ils l'ont aperçu comme n'étant pas quelque chose de commun. Prenez conscience de vos compétences et de vos talents. Et il est mis comme le premier point des 3 points les plus marquants en matière de prise de conscience de son propre pouvoir. Le deuxième point que j'ai noté, c'est le développement de la confiance en soi. Certaines personnes se racontent là aussi des salades en se disant « mais j'ai pas confiance en moi en fait, je manque de confiance en moi. Quand j'aurai confiance en moi », ça c'est vraiment génial parce qu'on se dit « quand j'aurai confiance en moi », mais c'est quand? Quand est-ce que vous aurez confiance en vous? Je ne sais pas. En gros, on est en train de se dire « c'est plus fort que moi et comme je n'ai pas confiance en moi, je me donne le droit, je m'octroie la possibilité de ne pas faire ceci, de continuer à travailler avec ce biais, de vivre avec cette pénalité sociale, relationnelle, verbale, comportementale. » Et c'est encore une fois une manière d'arroser son parterre de mensonges que je préférais donc qu'on arrache les plants de mensonges pour les mettre par des herbes qu'on a choisies et qu'on arrose ces herbes, ces plants que l'on a choisis. Vous dire que vous n'avez pas confiance en vous est une manière de vous mentir. S'il vous plaît, arrêtez de le faire. Passez à l'étape de la prise de conscience du fait que vous avez confiance en vous. Et si je reprends quelques éléments que j'ai mentionnés tout à l'heure dans les choses dites normales, vous avez la capacité de faire vos courses sans vous dire que peut-être que vous n'avez pas fait les bons choix, même si vous le dites, mais vous avez fait vos courses quand même, vous n'êtes pas revenu à la maison sans achat en vous disant mais peut-être j'ai rien acheté parce que je me suis dit est-ce que j'ai fait les bons choix alimentaires. Parfois vous allez faire du shopping pour acheter des vêtements et même si vous avez galéré, vous en avez acheté quelques-uns, peut-être que même certains choix que vous avez faits ne seront pas forcément heureux, mais vous ne pouvez pas dire que 100% des choix vestimentaires que vous faites ne sont pas heureux. Vous êtes coiffé, vous vous êtes douché, vous n'êtes pas dit, mais est-ce que je suis suffisamment propre? Ah oui, non, peut-être que je vais me redoucher parce qu'il y a une carence et que vous n'avez pas confiance dans votre capacité à vous laver. Je fais exprès de prendre des éléments simples de la vie quotidienne. Parce qu'en réalité, sur les milliers de choix que vous avez faits dans la journée, il y en a énormément qui relèvent de la confiance en vous. Vous avez conduit pour aller au boulot? Vous êtes parti, vous avez votre carte de bus, vous avez scanné pour prendre le métro ou le bus. Vous êtes allé au boulot sans vous demander si vous étiez capable d'arriver au travail sans vous retrouver ailleurs qu'au travail. Quand vous êtes rentré chez vous hier soir, vous ne vous êtes pas demandé si vous aviez suffisamment confiance en vous pour retrouver le chemin de votre domicile. Quand vous avez cuisiné, vous n'êtes pas dit, mais est-ce que ce sera comestible ce que je vais cuisiner? Est-ce que vraiment ça va passer? Vous avez confiance en vous et je voudrais que vous encriez que vous avez déjà suffisamment confiance en vous dans beaucoup de domaines. Certes, certains domaines font que vous avez des doutes, j'entends. Mais utilisez les domaines dans lesquels vous avez suffisamment confiance pour vous dire, en fait, je suis plus fort que je ne le pense. Parce que j'ai confiance en moi. Donc j'ai besoin d'avoir une confiance à créer dans certains domaines dans lesquels je n'ai pas confiance en moi. Donc j'entends que vous n'avez pas confiance en vous dans certains domaines, mais je ne peux pas entendre que vous ayez une généralité pancarte « je suis quelqu'un qui n'a pas confiance en lui ». Ce n'est pas vrai. Je viens de vous démontrer que vous avez confiance en vous. N'est-ce pas?
troisième chose que j'ai notée sur les points marquants qui montrent que vous avez conscience de votre propre pouvoir, c'est que vous avez conscience d'avoir un impact sur d'autres personnes, sur vos enfants, sur votre partenaire, sur des collègues, et même sur vous. Vous avez conscience d'avoir déjà un impact. Si vous avez déjà un impact sur votre environnement et sur vous, pourquoi ne pourriez-vous pas avoir encore un impact sur vous? Vous avez déjà un impact sur vous, c'est évident. Continuez à œuvrer en conscience d'avoir déjà cet impact sur vous. C'est vrai, ah oui, tiens, je me rends compte que oui, j'ai cet impact sur moi. Je ne m'en rendais pas compte. Et puisqu'on est en train de se centrer sur soi, je voudrais qu'on continue à le faire et de le faire avec encore plus de pureté en enlevant tout ce qui pourrait être considéré comme étant des parasites autour de soi sur la confiance envers les autres et l'influence, le pouvoir sur les autres. Vraiment, centrons à présent notre attention exclusivement sur nous, sur vous. Vous avez la capacité de faire preuve de ce qu'on appelle la tempérance. Alors ça, c'est un mot désuet, un mot qui existe en français que j'entends quasiment plus. C'est un mot qui désigne le sens du pouvoir que l'on a sur soi et qui mentionne, je dirais, une sorte de recherche d'équilibre et je dirais même de maîtrise. Parce que le mot temperantia en anglais, en latin, pardon, souligne la modération, l'équilibre, la mesure. D'ailleurs, on l'utilisait dans son histoire pour parler de la modération, notamment dans les rapports sexuels. Vous savez que l'Église catholique a une difficulté historique avec le rapport sexuel. Donc, quand le mot tempérance est sorti, c'était pour dire aux gens, vous pouvez avoir des rapports, mais avec modération. Aujourd'hui, on est plutôt dans le domaine de l'alcool, dans lequel on dit à consommer avec modération, mais à l'époque, c'était le sexe. Donc, là, la modération, vous pouvez la voir, vous pouvez utiliser ce mot de tempérance et peut-être le sortir et le dépoussiérer de votre dictionnaire ou l'intégrer dans votre vocabulaire, parce que j'imagine que vous ne l'avez pas utilisé fréquemment, même si vous aviez peut-être une idée de ce que voulait dire ce terme, pour faire en sorte que vous incarniez dans votre vie une volonté d'utiliser votre pouvoir avec mesure. Je vais choisir sciemment, alors que j'ai déjà pris conscience que c'est pas plus fort que moi, je le peux parce que je le veux, je vais pouvoir utiliser mon pouvoir pour marquer la tempérance. Je vais choisir d'accélérer dans tel domaine, de le faire davantage, plus fréquemment. C'est de la tempérance. Et je vais choisir de freiner, de limiter dans tel autre domaine, de le faire moins fort, avec moins d'ampleur. Je vais choisir de trouver un équilibre. Et ce que je trouve intéressant dans l'équilibre, c'est que l'équilibre, on le recherche en permanence. Vous ne pouvez pas vous dire que vous êtes en équilibre, ça y est, j'ai trouvé l'équilibre, je ne bouge rien. Non, c'est un moyen de semer une forme de manque de confiance en soi. Je pensais avoir trouvé l'équilibre, mais comme je me suis encore retrouvé dans une situation dans laquelle je ne voulais pas que les choses se produisent comme ça, c'est la preuve que je n'ai pas trouvé l'équilibre. Ne vous racontez pas de mensonges, encore une fois. Si vous vous retrouvez dans une situation dans laquelle vous n'avez pas le résultat que vous aviez escompté, c'est que vous avez besoin de continuer à chercher un équilibre. Ça ne veut pas dire que vous n'aviez pas trouvé. Si vous avez besoin de vous adapter, qui est un signe d'exercice du pouvoir, c'est que vous avez conscience d'avoir besoin de continuer à créer un équilibre. Donc, entrez plutôt l'idée que vous avez besoin de chercher un équilibre et de le maintenir, ça ne veut pas dire de le garder sclérosé, figé, mais de travailler à je vais chercher un équilibre, je cherche mon équilibre, je cherche mon équilibre, je cherche mon équilibre. Et quand j'ai trouvé mon équilibre, je cherche mon équilibre parce que je vais chercher mon équilibre. Comme le funambule qui se retrouve sur le fil avec sa grande perche et qui cherche en permanence son équilibre. On cherche l'équilibre. Tant qu'on n'est pas tombé, c'est qu'on a trouvé son équilibre. Même s'il y a un versement dans un côté et un versement de l'autre. On verse, on penche à droite et à gauche. On est dans l'équilibre, même si on penche à droite ou à gauche, qu'on va dans une direction ou dans une autre. On a perdu l'équilibre dès lors qu'il y a un excès. Un excès dans le négatif ou un excès dans le positif, parce qu'il y a aussi une baisse d'équilibre, une perte d'équilibre quand on est dans un excès hyper positif. On est hyper joyeux parce qu'on a vécu une chose énorme,
On sort, on sert un verre à tout le monde, on boit à n'en plus finir et au point de ne plus savoir où se trouve sa voiture ou à se retrouver en train de parler à son interphone, comme un sketch que j'aime beaucoup d'un comique français, je crois que c'est Bouvet, ou je ne me souviens plus de son nom, qui se retrouve à parler à son interphone. Allez, interphone, ouvre-moi la porte. Oui, on a perdu son équilibre là. Mais tant qu'on n'est pas dans l'excès, ni dans un sens, ni dans l'autre, on est dans la recherche de l'équilibre. Et la tempérance, c'est s'inscrire dans la recherche de l'équilibre. Je vous demande de vous inscrire dans la recherche de l'équilibre. À chaque fois que vous entendez c'est plus fort que moi qui vous vient en pensée, dites-vous non, je vais chercher l'équilibre. Je rentre dans cette recherche de l'équilibre parce que c'est là que je peux exercer mon pouvoir. C'est plus fort que moi est un excès dans le déséquilibre. Parce que c'est un moyen de faire qu'on ne fera pas. On ne choisira pas, on n'optera pas. On va s'asseoir dans son canapé, dans son coin, et veiller à ce que les choses restent comme avant parce que c'est plus fort que nous. Donc on va reprendre, comme j'ai dit tout à l'heure, le chemin de je vais gueuler sur mon partenaire, je vais punir mes enfants, je vais envoyer bouler ce qui ne me plaît pas parce que c'est plus fort que moi. Non. Entrez dans cette dynamique de la tempérance. Cherchez un équilibre. Pour le faire de manière concrète, prenez votre cahier de vie et notez à chaque fois, vous êtes conscient d'être dans un déséquilibre. Et à chaque fois vous l'avez noté, vraiment je voudrais que vous le pesiez. Quand j'ai dépensé beaucoup pour essayer de faire plaisir à mon fils, j'étais dans le déséquilibre parce que je me rends bien compte qu'en fait je voulais que mon fils m'aime au lieu de vouloir lui faire plaisir et de lui dire que je l'aimais. Ah, je me rends compte que j'étais dans le déséquilibre. Quand je suis rentré dans la chambre et que j'ai vu l'état de la chambre et que j'ai sorti de mes gonds, j'ai été dans le déséquilibre, je le note. Quand j'ai dit à mon conjoint, mon partenaire, que son repas était dégueulasse et qu'il pouvait quand même se ressaisir et commencer à être un conjoint à la hauteur, j'étais dans l'excès, je le note, je n'étais pas dans l'équilibre. Et que vous puissiez noter comme ça, peut-être sur plusieurs jours, où est-ce que j'ai identifié que j'étais dans le déséquilibre et que j'ai besoin de faire preuve de tempérance. Notez les 5, 10 ou 15 prises de conscience. Mettez un espace entre chaque prise de conscience suffisant pour pouvoir écrire ensuite ce qui pour vous correspondrait à la tempérance. Quand j'ai gueulé sur mon fils parce que sa chambre était, selon moi, dans un état insupportable ou inacceptable, qu'est-ce qui pourrait à l'avenir être un comportement tempérant ? Si j'ouvre la porte de la chambre de mon fils et que je vois que la chambre est dans un état inacceptable, je ferai preuve de tempérance en lui disant ceci, en adoptant tel comportement, en ayant telle manière de le regarder, en ayant tel geste. Vous savez, si vous n'avez pas l'habitude, ne vous attendez pas à être capable de créer quelque chose de super, de génial, comme ça, de manière spontanée. C'est encore de la poudre aux yeux. Vous allez nourrir le « c'est plus fort que moi ». La preuve, c'est plus fort que moi. Encore une fois, je n'ai pas réussi. Ben oui, vous n'avez pas réussi parce que vous ne vous avez pas pris de cours, vous ne vous êtes pas entraîné, vous n'avez pas conscientisé ce que vous voulez vivre. Si je projette le Pascal que je veux vivre tout à l'heure, quand mon partenaire va rentrer à la maison, je pourrais plus facilement être le Pascal que je voulais être. Si vous voulez être le parent qui est dans une relation particulière avec son partenaire, avec son enfant, avec son collègue, avec son voisin, vous avez à passer en projection. Je me vois l'être. Je me vois ressentir l'émotion de ce que je voudrais quand je serai dans la situation. J'écris une part des scénarios que je veux vivre. Je veux le prendre dans mes bras. Je veux le regarder dans les yeux. Je veux émettre tout ça, tout ce qui correspond à ces actes de tempérance. L'équilibre. Je suis en train de créer mon équilibre. Vous savez, la première personne qui a décidé de marcher sur un fil et de prendre une perche pour créer son équilibre était la première à faire ça. Ça n'existait pas avant. Avant ça, on essayait de s'en sortir, on écartait les bras, mais voilà, c'était pas si évident que ça, même si certains réussissaient à le faire. Et puis quelqu'un s'est dit, tiens, je veux, en réfléchissant, je veux tenir plus longtemps en équilibre sur le fil. Je ne veux plus tomber. Comment pourrais-je faire ? Et cette personne-là a pris le temps, par écrit ou pas,
de créer son équilibre. Elle a inventé la tempérance. Alors peut-être qu'au départ, elle avait une perche pas très grande, et puis elle s'est dit, mais comment favoriser encore mon équilibre? Puis elle a pris une perche plus grande, et puis elle s'est dit, peut-être qu'avec une perche encore plus grande, et progressivement, elle a même influencé avec le pouvoir qu'elle a exercé sur elle-même, sans en faire la publicité, bien des personnes qui ont choisi de faire cet exercice de funambule. Vous pouvez être ce funambule dans votre couple, dans votre vie, pour créer votre équilibre. Faire que votre vie ressemble davantage à ce que vous voulez parce que vous avez choisi d'acter, de créer la tempérance. Vous allez le faire par écrit, en pensant le nez en l'air, à réfléchir à ce que je veux faire, l'écrire sur votre cahier de vie pour vous dire « ça, je vais travailler là-dessus ». Ne commencez pas par des choses énormes dans votre vie en vous disant « oui, dès que mon partenaire lève le petit doigt, j'explose, je gueule, j'ai envie de tout envoyer au bout. » Non, faites-le sur quelque chose pour lequel vous avez une charge émotionnelle basse, faible. Vous sentez un agacement, ça ne vous plaît pas, mais vous êtes encore assez en maîtrise. Amenez des changements là pour commencer. On verra les éléphants et les mammouths plus tard. Mais d'abord, commencez avec une souris, une fourmi, pour inscrire la tempérance, votre propre changement et exercer votre propre pouvoir. Que vous ne puissiez plus vous dire « c'est plus fort que moi » en vous croisant les bras, en disant « bah oui, c'est vrai, c'est plus fort que moi ». Je voudrais bien, mais je peux point. Fini. À chaque fois que vous penserez c'est plus fort que moi, vous pourrez vous dire c'est pas vrai. Je prends conscience de ça, je l'écris et je vais créer un équilibre. Je vais le chercher parce que je vous ai dit que l'équilibre n'est pas acquis ad vitam aeternam. On le cherche en permanence. Comme le funambule, même avec sa perche. Vous allez le chercher. Vous allez trouver des axes d'évolution, de progrès. Vous allez fêter ces progrès. Vous allez les écrire sur votre cahier de vie. Gratitude, génial, purée, j'ai vu qu'il y a un petit progrès. J'ai senti que c'était très fort sur le plan émotionnel, mais j'ai quand même réussi à revenir plus vite dans la relation. J'ai quand même réussi à crier moins fort, ou à faire moins souvent. J'ai quand même réussi à changer mon regard. J'ai réussi à le toucher. J'ai réussi à ne pas claquer la porte, même si j'ai quitté la pièce. Écrivez vos succès. C'est un succès. Vous pourrez me dire, mais Pascal, j'ai réussi à sortir en fermant la porte sans claquer la porte, c'est un succès. Oui, c'est un succès. J'ai crié moins souvent, c'est un succès. Écrivez-le. Et écrivez ensuite les prochaines actions pour que vous puissiez passer au grade supérieur, au degré supérieur, pour encore une fois, encore et encore, remporter des succès. Go! Je compte sur vous. Et vous savez que rien de ce que vous vivez, de ce que vous ressentez, de ce qui vous paraît difficile, pénible, lourd, chargé, n'est plus fort que vous. Et que même quand il s'agit d'une addiction, sachant que c'est le premier point qu'on a mentionné ensemble, même si ça vous paraît plus fort que vous, ça veut dire que vous n'avez pas la capacité seul, mais ça ne veut pas dire que c'est plus fort que vous. Vous allez faire appel à des ressources extérieures. Et si dans la situation dans laquelle vous êtes, vous avez le sentiment que certaines choses sont plus fortes que vous, et que vous avez le sentiment de ne pas réussir à le faire seul, même s'il ne s'agit pas d'addiction, ben vous allez sur le blog couple-heureux.com. Je vous accompagne, vous prenez rendez-vous et je vous attends. À très vite.